Alors, vous n'êtes pas sans savoir plusieurs choses, hein, notamment qu'Angela Merkel met fin à son règne de chancelière qu'elle a tenu, je crois, 15 ans, 20 ans, 15-20 ans, on va dire ça, dans cette fourchette, et qu'elle a pu faire plusieurs choses qui ont marqué, je veux dire, l'histoire de l'Allemagne, mais aussi, hein, ça va rejoindre un petit peu le sujet hein, qu'on a déjà traité aujourd'hui, qui est Zemmour versus Mélenchon, puisque ça a beaucoup parlé d'immigration, et que c'est un peu intéressant de voir comment a pu être gérée l'immigration dans d'autres pays, et surtout si ça a pu apporter des bonus ou des malus à ces pays, un petit peu comme, je sais pas, un personnage de jeu vidéo qui a des stats qui augmentent et d'autres qui diminuent en fonction de ses décisions. Bref, la RTBF fait un petit podcast de, je crois que c'est de 4 épisodes, il est marqué tout en bas, je pense. Bref, n'hésitez pas à aller l'écouter sur Angela Merkel et les grandes décisions qu'elle a prises durant son mandat, ses mandats d'ailleurs, je crois que c'est plusieurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article qui m'a frappé un petit peu dans l'œil. Accueil des réfugiés sous Merkel, le pari du repeuplement des petites villes a-t-il été gagnant? Alors, évidemment, prudence est de mise. Dans le titre, c'est même marqué. Hein. On parle bien du repeuplement des petites villes, donc c'est quand même un aspect assez particulier de l'Allemagne, qui est, il me semble que ça fait des années qu'on répète que l'Allemagne est vieillissante. Hein. Donc, il y a une recherche quand même de main-d'œuvre et bon, il faut pas juste le prendre tel quel et se dire forcément, du coup, l'immigration c'est génial ou c'est nul. Au contraire, il faut évidemment toujours prendre l'info telle qu'elle est et c'est juste que c'est intéressant de voir autre part comment ça s'est passé. Quoi. 60 millions d'Allemands devront choisir ce dimanche leurs représentants au Bundestag. Le Parlement fédéral est par la même occasion tourné la page de l'ère Merkel. La chancelière va en effet céder sa place lorsque les négociations entre les partis pourront se résoudre par la nomination d'un nouveau chancelier. Reste que l'héritage symbolique de celle que l'on appelle Mutti, je sais pas quoi, quelqu'un parle allemand dans le... non en Allemagne est conséquent. En Allemagne, son discours du 31 août 2015 sur l'accueil des réfugiés est dans toutes les mémoires. Wir schaffen das, a-t-elle déclaré, nous y arriverons, après avoir plaidé pour l'accueil des réfugiés syriens. Cette déclaration a provoqué la peur dans une partie de la population et elle avait poussé l'extrême droite au devant de la scène politique allemande, surtout dans l'est du pays. Voilà, ça c'est par exemple une des conséquences négatives, c'est que l'extrême droite a réussi à monter le jour où elle a ouvert son pays à l'immigration. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas très bien, hein, c'est effectivement au début, c'était au début 2015? Non, ça a commencé en 2011, ce qu'on appelle le printemps arabe. Donc ouais, c'est quelques années après quoi. Mais non, attendez, non, c'est en 2015 qu'elle a dit ça. Enfin bon bref. En tout cas, c'est le seul pays qui a accepté énormément de réfugiés syriens lorsqu'il y a eu la crise en Syrie, la crise, on va dire, démocratique, hein, de manière générale. Et pourtant, cette décision de la chancelière en 2015 n'était pas pour déplaire aux dirigeants de plusieurs petites villes en Allemagne. Ces derniers misaient sur l'arrivée de cette nouvelle population pour redynamiser des régions vieillissantes et pour pallier l'exode des jeunes générations vers des villes plus grandes. C'est le cas de la majorité communale d'Aschersleben. Oui, en Saxe-Anhalt, en ex-RDA, une petite ville de 27 000 habitants. Petite place paisible, bâtiment d'époque parfaitement restauré, Aschenbach offre aux visiteurs les témoignages d'un passé glorieux datant du Moyen-Âge et gravé dans les pierres de ses monuments. La ville a été le berceau d'une lignée de nobles qui est à l'origine des princes d'Anhalt. N'hésitez pas évidemment, si vous voulez connaître cette ville et la prononcer parfaitement bien, n'hésitez pas. Ah mais je crois, attendez, est-ce que je peux pas faire ça? Ah non, dommage. Ah si, est-ce que ça a marché? Ça a l'air de bugger. Hacher le banc. Voilà, c'est dit. Euh, Donc n'hésitez pas à cliquer, tous les liens sont dans la description, disais-je. Échoppe discrète, terrasse au soleil, où on sert des coupes de glace à des vieilles dames en goguette, circulation quasi inexistante, Aschelrouin semble comme endormi sous le soleil de septembre. La moyenne d'âge dans la région dépasse les 45 ans.
D'ici 15 ans, 16% des habitants pourraient même disparaître, comme dans toute la Saxe-Anhalt. Ce vieillissement programmé avait déjà alerté les autorités communales en 2013, nous explique Steffi Baker. Ici, elle est la... Non, ça doit être Steffi Baker. Non, un truc du style. Bref, ici, elle est la personne centrale pour l'accueil des réfugiés dans la ville. Depuis pas mal de temps, l'administration municipale et les élus de la ville, surtout le bourgmestre Andreas Michelmann, bourgmestre c'est le mot français, enfin le mot belge pardon pour dire maire, hein, souhaitaient que davantage de personnes s'installent ici à Ascherl... Hein, nous explique-t-elle. J'espère qu'ils vont plus le redire, s'il vous plaît. Rajeunir la ville. Cette année-là, son poste va être créé au sein même de l'imposant bâtiment communal où elle nous reçoit. Alors quand les réfugiés sont arrivés, notre plus grand espoir était que ces personnes puissent s'intégrer, rester ici, et que cela rajeunisse la ville. Donc je suppose, voilà, Steffi Baker, responsable de l'accueil des réfugiés à ville dont on ne sait pas prononcer le nom. Le travail de Steffi Baker est d'orienter les nouveaux arrivants et de faciliter leur démarche dans la jungle des attestations et des demandes de documents. Une initiative jugée positive par la responsable, mais aujourd'hui, avoue-t-elle, le bilan est mitigé. Environ 600 ou 700 réfugiés vivent ici en ce moment. Mais si je compte bien, c'était 3000 ou même plus qui sont arrivés à Ascherl depuis 2015. Mais la majorité d'entre eux est partie vers les grandes villes ou vers les régions industrielles d'Allemagne de l'Ouest dans lesquelles il y a plus d'offres d'emploi, ou alors là où ils ont déjà de la famille. Steffi Baker est convaincue qu'il faut continuer les efforts, d'autant plus que beaucoup de choses sont à perfectionner pour améliorer l'intégration des nouveaux arrivants. La langue est un véritable problème, estime-t-elle. Il y a des gens qui apprennent la langue très vite et ils trouvent du travail rapidement, ils trouvent des amis allemands rapidement et ils s'intègrent plus vite. On peut espérer que les jeunes générations s'intégreront différemment, parce qu'elles seront déjà allées à l'école ici et qu'elles parlent bien l'allemand. Et ça, c'est une composante assez intéressante, je trouve, qui est assez... niée, je vais utiliser ce mot-là, par l'extrême droite. C'est le fait que c'est vrai que même que l'immigration puisse être un inconvénient, eh bien c'est possible. Mais ce qu'on oublie un peu, c'est que après les générations qui suivent seront nées dans le pays, vont aller à l'école dans le pays, et donc notamment voilà pour ces villages qui cherchent à avoir une population rajeunissante, ça pourrait être très pratique. Maintenant, il faut pas se mentir, mais le fait que le bilan soit mitigé et que finalement les immigrants partent vers des régions où il y a plus de travail, ça doit montrer aussi quelque chose. Peut-être que ces villes ne sont pas désertées pour rien et que les conditions de travail ou l'accès, par exemple, j'invente, hein, mais aux commodités, comme on dit, hein, donc au supermarché, etc., est tellement compliqué que eh bien, ça n'attire pas les gens à vivre là, au point que même des gens qui immigrent et qui sont pourtant plus aptes à accepter des travaux difficiles ou des conditions de vie plus difficiles, eh bien, ces personnes eh bien, ne restent pas. Les autorités politiques n'ont cependant pas baissé les bras face aux difficultés. Comme ailleurs en Allemagne, des cours intensifs pour primo-arrivants sont organisés par toute une série de structures. Ah, mais arrêtez, vous n'auriez pas pu prendre une autre, genre Berlin. Ces cours se déroulent dans l'école de promotion sociale de l'arrondissement, la Kreisvolks... La Kreis... Je me déteste. Schule, ok? Voilà, la Schule. Hein? La Schule existe depuis 102 ans, en 2019. Attendez, on va quand même le dire une fois bien, hein. Le temps que ça charge. Et ça va être beau. Kreisvolkshochschule. Vous avez tout compris? Parfait. Existe depuis 102 ans. En 2019, on a donc fêté les 100 ans de la création de notre école, nous explique fièrement le directeur Alexander Hartkop. L'école se situe derrière la place communale, à quelques 5 minutes à pied. Nous proposons des cours d'intégration, des cours de langue pour les personnes migrantes ou alors des cours d'anglais, ce qui est important pour le travail. Une véritable institution dans la région, l'école a accueilli 100 000 élèves de tout le district au sein de ses cours d'intégration. Ce sont des cours intensifs qui peuvent durer jusqu'à 9 ou 10 mois. On a 9 modules. Donc ça prend un peu de temps, mais au final, visiblement, les gens parlent soit allemand, soit anglais. Et l'anglais, sincèrement, l'anglais, c'est quand même la langue aujourd'hui à apprendre pour beaucoup de métiers. Apprendre la langue pour s'intégrer. L'école a bien sûr été très sollicitée en 2015 et les années qui ont suivi. Et les nouveaux arrivants syriens comme Mohamed, Rifat et Yasser ont retrouvé leur classe. Attention, ce sont des prénoms évidemment qui sont interdits par Éric Zemmour. Hein.
Bon, ils devront un jour changer de nom, mais ça c'est un détail. Ont retrouvé leur classe ce jour-là pour nous raconter leur vraie expérience. Je suis arrivé en Allemagne en septembre 2015 et j'habite à Ascherleben avec... Ah, je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. Avec ma famille, donc avec mon épouse depuis novembre 2015. On a une petite fille et une deuxième petite fille est née ici à Ascherleben. Mohamed est un homme vigoureux aux cheveux châtains et à la parole facile. Je crois que c'est lui, Mohamed. Il y a 36 ans, il a fui sa région natale de la Ghouta orientale pendant la guerre en Syrie. La classe de la Kreisvolkshochschule a été l'un des premiers endroits qu'il a assidûment fréquenté à son arrivée à Aschersleben. Je vais y arriver à la force, hein, je vais y arriver. Au début, l'un de nos plus grands obstacles, c'était la langue. J'ai donc suivi des cours pendant 7 mois, ici dans cette école, mais c'était intensif. C'était vraiment très dur, se souvient-il. Directement après, j'ai commencé à chercher du travail. Alors en Syrie, ce que ma famille faisait, c'était de l'agriculture. Et la Saxe-Anhalt est un endroit très agricole. Une chance pour Mohamed. Son assistante sociale lui décroche une période d'essai chez un exploitant agricole. Le patron m'a vraiment apprécié, il a vu que j'étais sérieux et que je correspondais au travail. Il a d'ailleurs beaucoup aimé que nous, les Syriens, nous arrivions au travail avant même les Allemands le matin, serait-il malicieusement. Et donc heureusement, j'ai eu directement le poste de responsable. Oh putain, il... Ouf. Mais après, là on arrive finalement voilà, au fameux débat, parce que là on pourrait avancer l'argument qu'il a volé la place de quelqu'un, en l'occurrence d'un Allemand. Mais en réalité, est-ce qu'en même temps, si aucun autre Allemand était aussi bien que lui, est-ce que c'est pas normal en fait qu'il ait cette place? Est-ce que c'est pas, je veux dire, alors voilà, je dis pas que forcément les gens qui travaillaient dans l'exploitation, les Allemands, les autochtones on va dire, hein, étaient des gens qui étaient nuls à chier, hein. Mais ce que je veux dire c'est que en fait, forcément le mec il est plus motivé, le mec il doit rester dans ce pays, il a besoin peut-être d'argent, etc. Donc, bah, il se défonce plus en fait. Et donc, bah, il est plus efficace et performant que les autres. Et en fait, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit plus efficace et plus performant et qu'il ait un poste de responsable, parce que grâce à ça, il va peut-être créer plus d'emplois. Parce que quelqu'un qui est bon et qui est un bon, enfin quelqu'un qui est un bon cadre, je vais dire comme ça, normalement, il fait bien marcher son pôle, enfin son truc de responsabilité, son poste quoi. Donc normalement, c'est censé être du win-win. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je n'adhère pas vraiment à cette idée de ils nous volent notre travail, et que même dans des cas où ils volent vraiment, entre guillemets, un certain travail, je vois pas forcément ça négativement, quoi. Bref. Maintenant, après, évidemment, je parle dans ce cas-ci, hein, parce que, évidemment, après, il y a effectivement, par exemple, dans l'Union Européenne, des mécanismes qui sont problématiques et qui font que, par exemple, un employé d'un pays tiers, d'un autre pays de l'Union Européenne, peut être payé 3 fois moins cher qu'un employé de belge ou français, par exemple. Et ça, effectivement, c'est une sorte de concurrence déloyale, et là, mais c'est un autre problème pour moi. C'est encore un autre problème. L'émotion submerge rapidement ces paroles. Alors vraiment, nous souhaitons tout le meilleur pour ce pays, parce qu'ils nous ont aidés à un moment où nous en avions énormément besoin, dit-il avec la voix qui se casse. Rifat, lui, n'est à Ascherleben que pendant le week-end. À 22 ans, il suit des cours pendant la semaine en 3e année d'ingénierie mécanique à l'université Magdebourg, la capitale de la Saxe-Anhalt. En allemand, précise-t-il. Au début, c'était très difficile. La plupart du temps, je restais à la maison parce qu'on n'avait pas nos papiers. Je suis resté 5 à 6 mois à la maison et j'ai appris un peu d'allemand sur internet, par moi-même. Puis j'ai été dans une classe pour étrangers où je me suis amélioré. J'ai pu ensuite terminer mon baccalauréat, ici, en Allemagne. Et là, par contre, avoir des têtes, des gens qualifiés, des gens diplômés, ça, par contre, c'est un vrai bonus. Une expérience positive, estime Rifat. Le jeune homme arrivé de la région de Dera en 2016 est satisfait de ses études. Ses 2 jeunes sœurs et son frère aîné étudient eux aussi. Yasser, lui, est aujourd'hui restaurateur. Les cours d'allemand lui ont permis de communiquer, de s'insérer dans la vie publique, explique-t-il. Caroline von Gries a été la professeure de Mohamed, de Yasser et des parents de Rifat à la Kreisvolkshochschule. Je suis professeur d'allemand depuis 2015, explique-t-elle. Journaliste, auteure et chercheuse, Caroline a vu sa vie basculer à cette date, car elle a fait un choix déterminant. Sensibilisée à la détresse des réfugiés, elle a tout quitté pour venir donner le cours d'allemand ici.
J'avais le sentiment qu'en 2015, il s'est passé quelque chose de très important en Allemagne, dit-elle. Lorsque Angela Merkel a décidé que les réfugiés pourraient venir, je me suis dit que je regarderais cela de plus près. Je voulais plus en apprendre, mais pas forcément en tant que journaliste. Je me suis demandé ce que je peux faire pour être utile. Et ce que je peux faire, c'est parler. Les langues constituent pour moi l'une des choses les plus importantes. Et moi aussi, c'est pour ça que moi, dans mon rêve, je serais quintilingue. J'ai essayé d'apprendre plein de langues et c'est hyper dur parce que quand tu peux pas les entraîner, quand t'es pas dans la condition, c'est assez compliqué de garder, comment dire, de pouvoir réellement les apprendre et de pouvoir bien les maîtriser. Mais je pense aussi que les langues, c'est un putain d'avantage à avoir dans la vie. Et pour moi, avec un monde qui se mondialise, c'est pas très beau, mais avec un monde comme ça qui se mélange et avec des cultures et des langues simplement différentes, on est obligé pour se comprendre au mieux hein, d'en parler plusieurs. Et je vois d'ailleurs dans les tournages que je fais, je vois dans des sociétés, il y en a, ils parlent français, anglais, néerlandais par exemple, ils passent de l'un à l'autre, mais genre ils commencent une phrase en français, puis ils répondent en néerlandais, puis... et genre tout naturellement quoi, et je suis là, oh c'est beau. Caroline va tout quitter, en ce compris sa ville de l'ex-Allemagne de l'Ouest, pour s'installer ici en Saxe-Anhalt. Et donc il y a beaucoup de choses qui m'ont rendue très heureuse dans ce choix, qui m'ont surprise même si parfois cela a été difficile. Du travail pour les réfugiés à Askersleben. Caroline est une professeure fière de ses élèves. Certains ont réussi les cours haut la main, comme Sitaf. Cette jeune fille de 19 ans est arrivée d'Irak avec ses parents en 2014. À l'école secondaire, Sitaf a suivi des cours d'alphabétisation en allemand, et quand elle a eu 18 ans, elle a estimé qu'il fallait qu'elle s'améliore encore. Pour moi, c'était très important, j'avais besoin de ça pour mon avenir, que je dois aller travailler, je dois vivre ici en Allemagne. La jeune fille en est bien consciente, les préjugés vis-à-vis des étrangers ont la vie dure, dans une région où près d'un cinquième des électeurs est encore aujourd'hui attiré par les sirènes de l'extrême droite. J'ai été victime d'intimidation à l'école secondaire, parfois à cause de ma peau foncée, je ne suis pas blonde évidemment, ou alors à cause de la langue, car je fais parfois des erreurs. Ça, c'est également un très important obstacle pour apprendre l'allemand, réagit Caroline, car lorsque l'on vit avec de tels ressentiments, avec une telle discrimination, ça me met vraiment en colère. Puis en plus, c'est débile. Enfin, déjà, moi je trouve quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui parlait pas la langue au départ, et qui se débrouille, bah en fait, enfin, genre, tu te moques pas de cette personne parce qu'elle fait des fautes dans sa langue, enfin... Enfin bon, bref. Et Caroline d'ajouter, il faudrait faire plus encore pour accompagner ces nouveaux habitants. Sitaf, elle cherche désormais du travail. Mais est-ce si facile pour les réfugiés de trouver un emploi à Aschersleben? Le job center de l'arrondissement se trouve en bordure d'un parking arboré. C'est ici que les demandeurs d'emploi viennent mettre en ordre leurs dossiers et consulter les offres. Les bureaux sont vides, crise sanitaire oblige. Mais Madame F et John, les responsables d'orientation, sont bien là pour répondre à distance aux demandes. Et je me demande si elles sont efficaces. Nous avons des personnes de tous les âges et de tous les profils professionnels qui se présentent ici, explique Frau F. Mais est-ce si facile pour les réfugiés de trouver un emploi à Aschersleben? Aschersleben est une très petite ville en Saxe-Anhalt, répond John. Mais on est d'accord que ça veut dire madame et monsieur, et Frau, non? Enfin bon, bref. Nous n'avons pas besoin de travail si on compare à Berlin, Munich ou Francfort. Alors, on a pu aider un ophtalmologue ou un orthopédiste, par exemple, nous clarifiant en quelque sorte les qualifications professionnelles acquises par des migrants dans leur pays d'origine. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme, en tout cas pas de diplôme reconnu. À ce moment-là, vous pouvez peut-être travailler comme chauffeur, ou alors dans un entrepôt comme celui d'Amazon, ou quelque chose comme ça. C'est exact, c'est difficile, renchérit Frau F. Et le problème principal, c'est la langue. Ces observateurs de première ligne regrettent-ils le geste d'accueil d'Angela Merkel envers les réfugiés en 2015 ? En fait, Mme Merkel a réagi vraiment humainement, nous répond Frau F. Ma collègue a très bien résumé, ajoute John. On est sur le bon chemin, on a déjà réalisé beaucoup de choses. Il y a encore d'importants défis pour les années à venir. La crise du climat, la situation en Afghanistan, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et les gens ont besoin de notre soutien. Ce soutien, beaucoup aimeraient le poursuivre dans une Allemagne qui semble un peu plus apaisée aujourd'hui face à la question des réfugiés. Reste que le pari de repeuplement des petites villes n'est pas encore gagné. Et donc je trouve ça assez intéressant comme article, hein,
parce qu'il dit pas que tout est beau et que tout est gentil dans le monde de l'immigration. Au contraire, je le trouve assez équilibré. Donc au final, ça n'a pas repeuplé les petits villages, hein, les petites villes, mais en même temps, dans ces petites villes, c'est pas, voilà, je veux dire, travailler dans un centre comme Amazon qui avait été élu le pire employeur du monde, là, c'est pas facile. Donc je trouve que ça montre quand même certaines choses, et que peut-être que, voilà, les endroits où finalement ils demandent des employés mais n'arrivent pas à en trouver, sont peut-être des endroits hein, où les conditions de travail doivent être améliorées, simplement. Plutôt que, effectivement, de faire appel à l'immigration et espérer que des gens qui n'ont rien vont accepter n'importe quel job. Maintenant, l'article est assez intéressant, je trouve, dans le fond, où il dit aussi que l'immigration, malgré tout, voilà, les gens s'incorporent. Les gens, en fait, ne sont pas l'image qu'on en a, c'est-à-dire qu'on peut en avoir plutôt, c'est-à-dire des gens qui restent entre communautés, entre eux, et qui vont parler à personne, qui vont pas apprendre la langue, et qui vont garder leurs mœurs et leur culture en rejetant tout le reste. Je pense que effectivement, il faut bien avoir conscience que c'est bien plus compliqué. Alors oui, ça veut pas dire qu'il y en a aucun qui sont comme ça, hein. Il y en a forcément qui sont comme ça, tout comme j'invente, hein, mais voilà, en France, il y a l'extrême droite violente existe, quoi. Enfin, dans tous les pays du monde, l'extrême droite violente existe et il y a une extrême gauche. Enfin, bon, bref. Mais au moins, ça montre quand même que là, il faut quand même, pour que ça marche, une politique d'accueil adaptée et maîtrisée. Et que effectivement, voilà, si Merkel avait juste dit c'est bon, on accepte les gens, et puis qu'elle les avait laissés tous à la rue, comme nous, enfin je trouve en Belgique, on le fait un peu, on dit aux gens venez, venez, enfin on accepte une partie des gens, hein, et après on les aide très peu. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est peut-être de proposer des cours intensifs, etc., et faire en sorte en fait que ces personnes s'intègrent un maximum, quitte même, et ça c'était Mélenchon qui l'a rappelé hier, et en fait moi je suis dans la même lignée. Euh, Mélenchon qui disait que en fait la puissance d'un pays, ça ne se voit pas avec son armée, ça ne se voit pas avec sa capacité à faire la guerre, mais plutôt par son influence. Et dans l'histoire, on a pu le remarquer plein de fois qu'effectivement, même des pays qui étaient hyper puissants, hein, et bien finalement, d'autres pays qui étaient moins puissants, mais beaucoup plus influents, qui réussissaient effectivement à changer les idées, à changer les pensées, pouvaient voilà, totalement changer, en fait, changer la manière de voir le monde de la part de ces pays. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner auprès de cette chaîne. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.